Oh non! Bienvenue à tous sur Viens on parle IA. Aujourd'hui, premier guest qui nous fait l'honneur de participer à cet épisode exceptionnel autour de l'IA, bien évidemment. Et du côté juridique, on a l'honneur de recevoir en compagnie de Gilles, Daria Viktorova, ici présente. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Pour commencer, on va te laisser te présenter, Daria, donc responsable juridique, formatrice IA pour les juristes. Donc la parole est à toi, une brève introduction. Merci beaucoup, merci Gilles, merci Mohamed. Du coup, je suis vraiment ravie de participer. En plus, j'ai l'honneur d'être le premier guest. Vous savez, pour moi, c'est aussi la première parce que c'est mon première expérience des podcasts en vidéo. Donc, j'ai déjà participé au podcast en mode audio, mais là, c'est vraiment la grande première. Donc, super. Du coup, je m'appelle Daria. Je suis née en Russie, dans une petite ville à côté de la Sibérie. Et du coup, après une première carrière en tant que juriste en Russie, j'ai tout quitté pour recommencer à zéro en France et explorer de nouveaux horizons. C'était plutôt un challenge pour moi, voilà, déménager toute seule en France, en mode sac à dos, une petite valise. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis toujours juriste, ou plutôt responsable juridique chez Darigal. Darigal, c'est une société qui fabrique les herbes aromatiques surgelées. Donc là, rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est plutôt moi qui est passionnée par l'intelligence artificielle. Donc moi, j'aime énormément ce sujet. Je vois du potentiel énorme de l'IA dans le domaine juridique. Et notamment, actuellement, j'interviens sur les enjeux de l'intelligence artificielle et droit à travers de mes formations pour le service juridique en entreprise, mais également je fais partie du groupe scientifique sur l'IA de l'AFGE, donc c'est une association française des juristes d'entreprise, et j'interviens également dans les universités pour parler de l'IA aux étudiants en droit. Voilà ma petite présentation. Ok, pas mal. C'est super. Nous, justement, on t'a découvert aussi un peu comme ça en voyant tes contenus, notamment sur LinkedIn. Et avec Mohamed, quand on a lancé ce podcast, on s'était vraiment dit, nous, on est passionnés d'IA, mais on maîtrise pas du tout les domaines. Et quand on a vu ton profil, tes contenus, on s'est dit, super, là, on a quelqu'un qui va nous parler d'un domaine qu'on maîtrise pas du tout. Et du coup, ça amène la première question, c'est pourquoi l'IA et le sujet du droit et de l'IA, c'est important aujourd'hui. Tu vois, Gilles, tu as bien résumé en fait un petit peu mon but des publications sur LinkedIn. En fait, c'est pour simplifier l'accès des juristes à l'intelligence artificielle parce que pour moi, c'est un gros sujet, c'est une actualité, bien évidemment, tout le monde en parle, mais il y a vraiment les impacts très importants dans le domaine juridique. Donc, vous voyez, l'évolution rapide des technologies soulève de nouveaux défis juridiques. L'intelligence artificielle impacte aussi de nombreux domaines comme la propriété intellectuelle, la responsabilité, la protection des données ou encore l'éthique. Donc, je pense qu'on va aborder ces sujets durant ce podcast. Mais du coup, pour moi, le cadre juridique doit s'adapter pour encadrer ces innovations, mais en même temps appliquer du coup l'IA pour la pratique quotidienne dans le métier juridique. Voilà. Ok, c'est intéressant. Tu vois, par rapport à tout ça, toi, tu as des cas d'usage donc nous, comme il a dit Gilles, on connaît pas grand-chose côté juridique. Nous, on s'intéresse au niveau de l'intelligence artificielle et on monte en compétence sur le sujet. On évolue en même temps que la technologie. Mais tu vois, au niveau juridique, c'est un inconnu. Moi, les seules références, c'est Better Call Saul. J'imagine, ouais. Sur ce côté-là. Et est-ce que tu aurais des cas d'usage pour nous? En fait, moi, j'ai commencé à tester ChatGPT avec la sortie fin 2022 déjà. Du coup, ça fait plus que 2 ans. Et en fait, j'ai vite compris que ça peut être utile pour mon travail de juriste.
Donc là, actuellement, c'est quoi mes cas d'usage? C'est plutôt la rédaction, donc l'aide à la rédaction, notamment pour reformuler les clauses contractuelles, simplifier la clause ou rédiger la note juridique à partir de mes propres réflexions. Ensuite, j'utilise aussi l'IA pour la synthèse de documents volumineux. Là, c'est très pratique, notamment l'outil que vous connaissez sûrement, Notebook LM, que j'utilise comme ça. Voilà, je peux déposer plusieurs lois, plusieurs réglementations européennes. Je demande à faire la synthèse et du coup, ça donne l'information plus compréhensible, même si à la base, en fait, c'est tellement compliqué, les articles, etc. J'utilise aussi l'IA pour le brainstorming, pour la gestion des projets, comme l'assistante, en fait, pour réfléchir un petit peu par où commencer mon projet qui arrive dans mon service juridique, ou du coup, si j'ai besoin de développer quelques idées supplémentaires, du coup, sur les risques juridiques ou comment tourner, en fait, le litige, etc., etc. Donc là, voilà, le brainstorming, c'est un beau cas d'usage pour moi. J'utilise aussi l'IA pour la traduction. Donc, ChatGPT notamment se débrouille très bien. J'ai déjà testé en anglais, en français, en russe, en espagnol. Donc, franchement, ça traduit bien. Et j'effectue aussi les recherches juridiques, mais plutôt avec les IA spécialisées, parce que là, actuellement, ChatGPT hallucine pas mal, notamment sur les recherches juridiques, sur la jurisprudence. Elle peut donner les fausses jurisprudences, ça m'est déjà arrivé. Et du coup, pour les recherches purement juridiques, j'utilise plutôt les IA spécialisées dans ce domaine. Et bien évidemment, pas oublier la création du visuel, notamment pour mes posts LinkedIn, pour les présentations, pour mes formations que je fais. Donc, j'utilise quand même pas mal l'intelligence artificielle pour la création du visuel, pour mes présentations. Juste une question sur Notebook LM. Quand donc c'est développé par Google et qui est mis à disposition gratuit pour une version standard et le plus pour une version entreprise. Et quand tu mets tes documents dedans, juridiques, c'est-à-dire tu vas challenger un texte ou tu vas aller chercher une réponse ou comment ça se passe toi au niveau de Notebook LM? D'habitude, avec Notebook LM, je partage pas les données confidentielles. Donc, il y a quand même déjà cet aspect, voilà, j'ajoute rien concernant mon entreprise ou concernant mon activité, mais je peux ajouter, par exemple, le dernier cas d'usage, j'ai ajouté les lignes directrices de la CNIL sur l'utilisation de cookies. Et donc, j'ai demandé à Notebook LM de me faire le résumé de ce document qui, à la base, fait 10 ou 12 pages, avec le texte vraiment juridique. Donc, je demande de me faire la synthèse. Après, si j'ai besoin, par exemple, d'envoyer cette synthèse à mes opérationnels ou au responsable du coup du site internet, du coup, je peux demander à Notebook LM de me préparer le projet d'email que j'envoie en ton convivial, par exemple, ou du coup, je demande de rendre le langage juridique complexe, plus compréhensible, et du coup, comme ça, je peux utiliser ce draft et envoyer mon message, et en même temps, je peux partager ma note de synthèse. D'ailleurs, j'ai utilisé aussi pour créer les podcasts. Vous savez, peut-être vous connaissez peut-être cette fonctionnalité. Donc, du coup, voilà, on peut retravailler le document en mode podcast et ça donne plutôt quand même, le rendu est plutôt pas mal. Et à la base, c'était plus en anglais, mais il y a quelques astuces comment on peut utiliser Notebook LM pour créer les podcasts en français. Et ça, c'est pratique, notamment si on a un document juridique très complexe, très volumineux et on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, on peut l'enregistrer comme ça en mode podcast et quand on est en voiture, on peut écouter ce podcast et en fait, ça donne plus d'idées, ça rend encore une fois le document peu compréhensible, plus utile et facile à écouter, par exemple. Donc là, c'est quand même une bonne fonctionnalité, je trouve. Okay. On peut mettre le petit tips, juste en petite parenthèse, petit tips pour les auditeurs, pour mettre le podcast en français. Il y a un petit bouton instruction. Vous écrivez simplement une petite phrase, parle du début jusqu'à la fin en français, et le podcast va être un peu plus long, mais il sera en français. Exactement. Donc là, il faut pas oublier de le mettre avant de lancer, du coup, le podcast. Là, ça marche très bien. J'aime bien cet outil,
Ok, c'est trop drôle parce que nous on l'avait testé aussi avec Mohamed, Hmm. mais je voyais pas le cas d'usage de transformer un document en podcast, à part s'amuser à le transformer en Ah podcast. bah oui, hein. Mais je veux bien te croire et je réessayerai dans cette optique-là de Hmm. me dire bon ok là j'ai un document peut-être un peu long et Ouais. bah voir Bah, ce que ça peut donner. essayez avec React ou React, comme ça vous allez voir quand même. Je sais pas d'ailleurs si il faut que je le fasse, parce qu'il Ou, y a quand même du potentiel. Ouais. Hmm. ou Gilles avec la mécanique quantique, tu vas bien t'amuser. Oui, c'est ça. Ça va être sympa. Trop bien. À un moment, tu as parlé d'IA spécialisée et là, du coup, je sais pas si tu as des noms parce que pour la jurisprudence, par exemple, là, moi, je saurais pas vers quel outil me diriger si je devais chercher de la jurisprudence. Oui, effectivement, dans le domaine juridique, on a de nombreuses startups juridiques qu'on appelle les legal tech. Donc, en fait, ce sont les startups ou les sociétés qui transforment le secteur du droit, automatisent les tâches, facilitent l'accès aux services juridiques, optimisent la gestion de documents et des contrats. Donc, en fait, en réalité, il existe plusieurs catégories d'outils juridiques basés sur l'IA. Tout d'abord, donc, Gilles, tu as parlé en fait des moteurs de recherche juridique intelligents. Donc, il permet aux avocats et juristes d'accéder rapidement aux décisions de justice ou aux textes de loi, mais aussi d'analyser les arguments de la partie adverse, par exemple. Là, parmi eux, on trouve Predictis ou Doctrine ou Ardali, mais il y a également des solutions développées par les éditeurs juridiques, notamment Génial, qui a été développé par Lefebvre Dalloz, ou Lexis AI de LexisNexis. Ensuite, nous avons les outils de Contract Lifecycle Management, ou CLM. Ce sont les solutions qui optimisent la gestion des contrats et automatisent leur création, leur révision, leur suivi. Par exemple, Tomorrow, Luminance ou Gina Legal Tech. Nous avons aussi les plateformes d'interaction intelligente avec la documentation juridique qui facilitent l'exploration et l'analyse des documents pour accélérer, par exemple, les due diligence en cas de rachat de société, cession, voilà, des titres, etc. Et également les audits contractuels. Donc, parmi elles, on peut citer l'IA ou Haiku. Donc, vous voyez, quand même, le domaine juridique se développe quand même assez rapidement et on voit les conséquences de l'IA sur le domaine juridique via notamment voilà ces startups, ces outils qui se développent. On voit les sorties, les outils qui sortent à peu près pas toutes les semaines, mais assez quand même rapidement. Et on voit le progrès notamment parce que j'ai assisté à plusieurs démonstrations de ces outils et je vois quand même au bout de quelques mois, quelle est la différence. Donc là, ça se développe énormément. Ouais. Ok. Et du coup, on travaille, nous, avec Mohamed, dans le domaine de l'IA aussi. Et on se demandait si pour la rédaction d'un contrat, parce que là, tu as parlé d'outils, par exemple, qui permettaient de faire des contrats. Oui. On peut faire confiance à ce type d'outils? Est-ce qu'il y a des garde-fous? Comment ça fonctionne? Pour moi, l'intelligence artificielle peut nous aider à rédiger et analyser les contrats. Mais elle ne remplace pas un juriste quand même. Donc, elle accélère le travail, elle peut réduire aussi les erreurs, mais elle peut oublier des détails importants. Donc, pour moi, il est toujours essentiel qu'un professionnel vérifie le contrat avant la validation finale. Donc, bien sûr, les solutions qui existent et qui sont vraiment spécialisées sur la révision des contrats ou l'automatisation des contrats utilisent l'intelligence artificielle. Donc, ça marche mieux déjà que simplement ChatGPT ou Mistral ou Claude, etc. Mais en même temps, on parle toujours de la surveillance humaine ensuite, avant la validation finale. Ok, donc tu nous conseilles pas d'utiliser l'IA pour jouer une société. Tac, je demande à l'IA, fais-moi mon contrat. Ok. Bon, après, tu peux essayer, mais bon, le résultat, je peux pas te garantir. Faut toujours un humain. Oui. Et en parlant de ça, toi, on parle un peu des risques, mais
toi, tu as détecté un peu les principaux risques liés à l'utilisation de ces IA au sein des entreprises. Tu avais parlé de données, faire attention, etc. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup plus? Tu peux élargir sur ce sujet? Oui, ben moi, je suis juriste en entreprise, donc je vois quand même que nous avons vraiment de nombreux avantages pour utiliser l'intelligence artificielle, mais bien évidemment, elle comporte aussi des risques. Et je pense que c'est vraiment essentiel de les anticiper. Donc là, je peux notamment citer les risques juridiques et de conformité. Par exemple, le risque de responsabilité en cas de décision erronée ou discriminatoire qui était prise par une intelligence artificielle. On peut parler aussi de la question sur la propriété intellectuelle, qui est l'auteur de l'œuvre créée par l'intelligence artificielle, etc., etc. Je peux aussi parler des risques de cybersécurité et la protection des données. Par exemple, le risque de fuite ou de piratage des données utilisées par l'intelligence artificielle. Aussi, pour l'entreprise, existe un risque très, très important, c'est Shadow AI. Donc, vous avez déjà entendu parler, je pense de ce risque. Donc, il s'agit de l'utilisation non autorisée d'outils d'intelligence artificielle par les employés. Donc, souvent sans l'autorisation ou validation de la DSI ou des équipes juridiques. Donc, cela expose vraiment l'entreprise à des risques et, par exemple, de non-conformité ou de fuite de données ou de partage de données confidentielles. Donc là, c'est énorme. Et du coup, comment on peut éviter tout ça? Donc ça, c'est une bonne question aussi. Est-ce que vous avez des idées de votre côté? Bah là, faire des contrats. Faire des contrats. Appeler un juriste. Ça serait une des solutions. Appeler un juriste, ça c'est un bon conseil. C'est un bon conseil, bonne idée. Ouais. Une autre meilleure idée, appeler Daria. Oui. Tout simplement. C'est ça. Bah, en fait, si je peux vous donner quelques idées si vous voulez, comme ça déjà. Donc, du coup, pour minimiser les risques, donc je pense qu'il faut commencer par la mise en place d'une gouvernance de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Et notamment mettre en place une charte de l'IA, de l'utilisation de l'IA pour encadrer du coup l'usage de l'intelligence artificielle par les collaborateurs. Ensuite, bien évidemment, il faut sensibiliser les équipes aux risques qui existent et former à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Là, vous pouvez appeler Daria, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, non, ça se termine pas la formation et la sensibilisation. Il faut également réaliser des audits des conformités assez réguliers et vérifier notamment que les fournisseurs d'intelligence artificielle respectent les normes éthiques et légales. Et donc, pour moi, le juriste doit jouer vraiment le rôle principal dans tout ça. Donc, il ne faut pas oublier à solliciter le service juridique s'il y a un projet sur l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Voilà. Et depuis hier, vous avez vu l'actualité. Donc, en complément, donc à Paris, c'est assez exceptionnel ce qui se passe. Au moment où on tourne la vidéo qui va sortir dans beaucoup de temps, le temps de faire le montage, mais c'est l'AI Action Summit, donc sur Paris, où il y a pas mal d'intervenants. On a eu Sundar Pichai de Google, etc., qui sont intervenus. Et il y a une mise en avant, toi, pour compléter tout ce que tu as dit aussi, de sensibilisation des citoyens, mais aussi des entreprises qui va être mis en place. Enfin, c'est ce qu'on attendait. Donc, des solutions à ces problématiques. Et donc, en tout cas, c'est en marche pour pas faire de mauvais jeux de mots par rapport à l'événement. Mais ouais. Donc, ça, c'est en place. Et tu as parlé de propriété intellectuelle. Et ça, oui. ça nous intéresse parce qu'au premier épisode ou au deuxième avec Gilles, on s'est posé la question, mais ça va être un bordel monstre vu qu'on va prendre la donnée là, ça va passer à la moulinette, etc. Et cette question, comment ça impacte la propriété intellectuelle? Est-ce que toi, tu as des pistes à donner, des réflexions, des solutions ou moins un aperçu pour les auditeurs qui nous écoutent? Oui, en fait, l'intelligence artificielle soulève plusieurs questions. Donc, il n'y a pas une seule question
juridiques en matière de propriété intellectuelle, mais vraiment plusieurs questions, notamment pour la création des images, des textes, des musiques ou code, tout simplement. Donc, à votre avis, qui détient le droit d'auteur sur l'œuvre créée par l'intelligence artificielle ou avec l'utilisation de l'intelligence artificielle? C'est question pour un champion. On gagne 1000 dollars derrière. Dis-nous, mets-nous la pression. Moi, je pense que ça dépend de la solution. Je sais pas. Moi, j'ai utilisé, par exemple, des IA qui créent des musiques. Et quand tu regardes toutes les règles, enfin, je sais plus, et d'un outil à l'autre, ils te disent des choses différentes. Donc, il y en a un qui va te dire, si tu prends tel plan, c'est la propriété de la solution. Si tu prends tel autre plan, c'est pour toi, mais pour faire du commercial, mais avec une certaine limite. Et tu as d'autres solutions où c'est open bar et tu fais ce que tu veux. Moi, je dirais... C'est une bonne réponse, ça dépend en fait, ouais. Mais ok, si c'était ça, alors c'est bon, je me tais. Mais moi, j'aurais dit, comme toi, l'IA, c'est pas une personne, c'est pas une entité, c'est pas une personne physique. Il n'y a pas de question qui se pose sur l'œuvre, enfin, la propriété intellectuelle, tu vois. Voilà, ça c'est mon avis. En fait, tu as bien raison. Tous les deux, vous avez bien raison. En fait, ça fait 50-50. En principe, seules les œuvres créées par des humains sont protégées par le droit d'auteur. Et du coup, un contenu généré par intelligence artificielle n'a donc pas de créateur légalement reconnu. La propriété des créations issues du coup de l'intelligence artificielle dépend de qui l'a entraîné, qui l'a utilisé et quelles données ont été intégrées. Donc là, cette question quand même sur la propriété intellectuelle reste assez floue parce qu'on n'a pas beaucoup de jurisprudence, notamment en France, pour trancher en fait à qui appartient le droit d'auteur. Bien évidemment, on peut dire que si le prompt a été bien rédigé, si du coup on a utilisé l'IA juste pour nous assister dans la création, mais l'idée vient de nous, nous n'avons pas utilisé le contenu protégé par le droit d'auteur, par exemple. Donc, dans ce cas, on peut dire qu'on peut avoir quand même le droit d'auteur sur l'œuvre créée avec l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, ça dépend. Et notamment, il y a la jurisprudence dans les pays étrangers, ou en Chine, aux États-Unis notamment, donc qui répond différemment sur les mêmes questions. Donc, la réponse est effectivement, en principe, l'IA ne peut pas être créateur légalement reconnu en France à ce jour, mais en même temps, qui détient le droit d'auteur, ça dépend. Et une autre question aussi qui se pose, est-ce que l'intelligence artificielle utilise des œuvres protégées? Donc, vous savez bien, certaines intelligences artificielles sont entraînées sur des contenus existants, protégés par le droit d'auteur. Et parfois, bien sûr, sans accord des créateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qui est responsable si on utilise l'intelligence artificielle qui, du coup, utilise elle-même les œuvres protégées par le droit? Ça, c'est une question aussi qui reste assez ouverte et cela soulève des risques d'atteinte au droit d'auteur ou aussi d'utilisation abusive de données protégées. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs questions. On n'a pas beaucoup de réponses, mais bon, je pense qu'avec la jurisprudence, ça va venir, les réponses. Ouais. J'ai une question qui vient à l'esprit. Tu vois, depuis qu'on parle, il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, notamment... on avait parlé dans notre newsletter qu'on a avec Gilles, de Viens on parle IA. D'ailleurs, abonnez-vous. Hop, c'est calé. C'est déjà fait. Moi, c'est déjà fait. Mais toi, on avait parlé de Luna, je sais pas si tu te rappelles, Gilles. Tu vois, c'est vraiment un personnage qui a une identité et qui est sans doute créé par l'IA et qui va peut-être, on va dire, si elle fait de la musique, générer de la musique. Tu vois, tout ça, en fait, au niveau de la propriété intellectuelle, il y a des questions qui se posent si on met l'accent sur une identité. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que on a cette question de, tu vois, on peut dire c'est à nous, alors où on doit indiquer c'est généré par l'IA,
Donc, vous pouvez venir vous servir. Toi, c'est tellement flou, comme tu dis. Exactement. Donc, tu vois, je peux pas te répondre à ta question tranchée vraiment parce que là, c'est flou et du coup, comme je t'ai dit, on attend la jurisprudence sur le sujet ou la loi qui va sortir, j'espère un jour, ou l'application de la réglementation européenne vraiment spécifique pour, du coup, pour la France. Donc, pour l'instant, oui, c'est pas très clair. Ok. Et j'imagine que ça va être difficile. Enfin, là, je pense qu'il n'y a pas de réponse, hein, mais ça doit être difficile pour un auteur de prouver qu'une IA a été entraînée sur ses contenus aussi. Oui, c'est pas si simple. J'ai vu quelques décisions de justice, notamment chinoises. Donc, il y avait quand même des preuves d'utilisation, voilà, que l'IA a créé du coup d'une image à partir d'une photo réalisée par le photographe. Et donc le photographe a quand même prouvé que c'était bien cette photo qui était utilisée. Donc on voit quand même ressemblance, etc. Mais c'est pas évident. Chaque fois, je pense que si ça va devant le juge, donc c'est le juge de décider en fait, parce que il y a quand même les précédents, mais comme on n'est pas dans un pays de common law, c'est plutôt l'application de la loi, des codes, du coup, qui joue le rôle principal en France. Donc là, à voir. Ok. Il y a tellement de questions, mais comme tu as dit, c'est flou. Bon, je vais pas vous saouler, mais il y a tellement d'exemples. Je me dis, il y a moyen, consultation gratuite là, en direct, il y a moyen de faire ça. Mais ouais, je te rejoins sur ça. Donc, on regardera sur ton LinkedIn. En tout cas, je vois que tu es hyper actif sur le sujet. Et on a hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas au niveau juridique. Si on parle de l'IA Act, tu vois, toute la réglementation européenne aussi, qui est là pour nous aider, mais il y a quand même des zones grises, notamment sur la responsabilité et la propriété intellectuelle. Et pour moi, déjà, pour en fait diminuer un petit peu les risques et mettre en fait les cadres légaux pour encadrer cette situation avec les zones grises notamment, il faut tout d'abord obliger les concepteurs d'intelligence artificielle à fournir des explications claires sur le fonctionnement de leur modèle, donc pour éviter voilà cet effet de boîte noire, et mettre en place des mécanismes de validation humaine pour vérifier des décisions prises par les algorithmes. Et notamment là, on parlait de l'IA Act. Une parenthèse, l'IA Act pour les auditeurs, c'est quoi? Avant d'aller plus loin avant sur le d'aller sujet. plus loin, effectivement, c'est ça en fait que je voulais dire, que pour la plupart des citoyens, en fait, c'est pas très clair non plus qu'est-ce que c'est. IA Act ou IA Act, c'est quoi la différence avec leur GPD, c'est quoi en fait la différence, c'est quoi le lien avec la loi sur liberté des informations, etc., etc. Donc, c'est quoi ça? Donc, en fait, l'IA Act est un nouveau règlement européen sur l'intelligence artificielle. Il vise à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle pour protéger les citoyens dans l'Union européenne. Et le but principal, en fait, de l'IA Act, c'est de classer les systèmes d'intelligence artificielle en plusieurs niveaux de risque et du coup mettre en place les exigences particulières selon ce niveau de risque. Par exemple, il y a le risque inacceptable ou du coup l'intelligence artificielle interdite. Donc là, on parle de la surveillance des masses ou de la notation sociale notamment, qui est d'ailleurs autorisée en Chine, si je ne me trompe pas, mais du coup, pour la France et pour l'Europe, c'est inacceptable, donc c'est interdit. Ensuite, il y a le risque élevé, donc l'intelligence artificielle soumise à des contrôles stricts, notamment le contrôle strict, par exemple, si on utilise l'intelligence artificielle dans le recrutement ou la justice. Il y a également le risque limité, donc quand la transparence est requise. Par exemple, les chatbots. Donc, si on utilise les chatbots, il faut bien mettre en place les obligations sur la transparence qui sont requises par l'IA Act.
Et la dernière catégorie, donc le risque minimal, l'intelligence artificielle libre d'utilisation, il n'y a pas d'obligation particulière. Donc notamment, il y a l'IA qui est utilisée pour les filtres photos ou pour les assistants vocaux, etc., etc. Et donc, dans tout ça, quel est le lien avec le RGPD? Donc, le RGPD, pour ceux qui ne savent pas, je pense que la plupart des gens ont déjà entendu parler du RGPD, mais qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le règlement général sur la protection des données. On l'appelle aussi GDPR. Donc, c'est la version anglaise. Donc, ce règlement, il protège les données personnelles des citoyens européens. Donc, vous voyez encore l'Europe, les citoyens européens, mais comme l'intelligence artificielle utilise souvent des grandes quantités de données, les deux réglementations sont complémentaires. Donc, d'un côté, le RGPD protège la vie privée en limitant la collecte et l'utilisation des données personnelles. Et de l'autre côté, il y a l'IA Act qui encadre l'utilisation des algorithmes pour éviter les abus et garantir une IA éthique et transparente. En fait, c'est ça le but. Il y a quand même pas mal de contrôles, pas mal de régulations. Donc, pour moi, vous voyez, l'Europe, quand même, elle a mise sur une régulation stricte avec l'IA Act. Et elle cherche un équilibre entre innovation et l'éthique, mais il y a quand même le risque de ralentir certaines avancées face à la concurrence américaine ou chinoise. Donc ça, on voit déjà les discussions sur ce sujet. Est-ce qu'il faut vraiment limiter l'utilisation de l'IA? Est-ce qu'il faut vraiment faire les régulations comme ça, très strictes, comme c'est prévu par les actes? Et qu'est-ce qu'on fait face à la concurrence américaine et chinoise? Donc ça, c'est une grande question aussi. Pour rebondir sur, pour les auditeurs, le RGPD, pour simplifier, c'est la petite fenêtre de cookies accepter, rejeter que vous voyez. Pour simplifier un petit peu. Ouais, ça, tu simplifies vraiment au max, quoi. Voilà. Et quand je dis cookies, c'est pas un gâteau, toi, c'est vraiment un petit truc sur vos fenêtres où vous cliquez à chaque fois. Oui. Et c'est un petit peu plus complexe que ça, mais bon, pour les utilisateurs, effectivement, tout le monde on voit les cookies s'afficher sur le site internet. Donc là, effectivement, c'était mis en place aussi. J'ai une question un peu délicate. Mais toi, tu es sur le terrain. Toi, moi, je suis obligé de connaître la RGPD. Donc, j'ai fait la formation de la CNIL, etc. J'ai suivi cette formation, mais dans la réalité des faits, au niveau des entreprises, elles respectent ça ou c'est comment t'as une petite vision autour de ce sujet-là? On fait un petit hors-sujet, mais c'est pour rejoindre l'IA Act, tu vois, si ça va être... Parce que je pense si le RGPD a du mal à s'appliquer, l'IA Act va peut-être suivre. Je sais pas si tu vois mon raisonnement, tu vois. Ouais. En fait, c'est une bonne question parce que moi, j'ai géré la mise en place de la conformité au RGPD dans mon entreprise. Donc, avec l'arrivée du règlement en 2018, en fait, on lançait le projet. Donc, on a appliqué plusieurs services, on a révisé notre politique contractuelle, notre politique de protection des données, politique de confidentialité, les CGV, etc., etc. Donc, il y avait quand même les obligations de mettre en place le registre de traitement des données dans l'entreprise, limiter du coup les activités sur les vidéosurveillance, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'obligations. Et en fait, nous, chez Deregal, on a fait la mise en conformité, vraiment, on a suivi étape par étape les obligations prévues par le RGPD. Je pense que pour les petites entreprises, vraiment, parce que Deregal, c'est une ETI, donc entreprise d'état intermédiaire. Pour les PME, donc c'est un peu quand même plus complexe. Il n'y a pas vraiment de juristes pour gérer ce projet sur place. Il n'y a pas de financement parce que ça prend quand même énormément de temps. Des fois, on applique les prestataires externes pour la mise en conformité également. Et je pense que ce sera à peu près la même chose pour l'IA Act parce que pour les grandes entreprises, ce sera plus facile à mettre en place. Pour les petites entreprises, pas si simple. Donc, je pense que c'est à peu près le même sujet qu'on a avec la réglementation NIS 2. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, c'est une réglementation sur la cybersécurité, donc qui élargit le scope
d'entreprises qui sont éligibles du coup à cette réglementation par rapport à NIS 2, NIS 1 pardon, qui est sorti il y a quelques années. Et maintenant, il y a même les PME des fois qui sont soumises à cette réglementation. Et du coup, on est obligé de se mettre en conformité parce qu'il y a les risques énormes, il y a les amendes avec 100% de chiffre d'affaires mondial du groupe, etc., etc. Mais bref, il y a pas mal d'obligations. Il n'y a pas toujours beaucoup de ressources en long terme pour le faire. Mais en même temps, il y a la bonne volonté. C'est ça que je vois. Du coup, lors de mes échanges avec les autres juristes qui travaillent dans les grands groupes ou dans les petites entreprises, en fait, il y a la bonne volonté. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, il y a toujours des zones grises, etc. Mais du coup, on applique les règles et du coup, pour éviter les risques, pour vraiment anticiper les risques et bien évidemment éviter les sanctions parce que les sanctions quand même sont assez significatives. Ouais. Ok. Et parce que tu as parlé de classification, je reviens sur quelque chose que tu as dit un peu avant parce que ça m'a créé des questions dans la tête. Tu as parlé de classification. Derrière chaque classification, en fait, tu as des sanctions, tu as peut-être des obligations qui sont liées à la classification de ton outil, c'est ça? Là, on a parlé de classification des risques, c'est ça? Oui. Donc, c'est selon le EACT, ouais, effectivement. Donc, il y a les obligations particulières. Il y a en fait, d'un côté, il y a cette classification par les niveaux des risques. Et de l'autre côté, il y a classification selon le type, du coup, de l'utilisateur. Notamment, si tu es fournisseur d'intelligence artificielle, tu as les obligations qui s'appliquent pas simple utilisateur, notamment. Ou si tu utilises l'IA entre guillemets open source ou qui existe en fait un petit peu voilà comme pour tout le monde comme ChatGPT ou Mistral, etc. Donc tu vas pas en fait avoir les mêmes obligations que le développeur de cette solution. Donc il faut vraiment comprendre. Et pour ça, j'ai partagé il n'y a pas longtemps sur LinkedIn un guide sur la mise en conformité avec les actes. Et notamment, il y a le tableau croisé avec plusieurs applications comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder un petit peu les guides que je partage parce qu'effectivement, on peut se perdre facilement avec les risques, avec les modes d'utilisateur, etc., avec les sanctions, les obligations, etc. Donc, voilà. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'obligations, pas mal de conformités aussi. Et du coup, voilà, regardez quand même pour simplifier un petit peu la compréhension, parce qu'on peut se perdre dans le texte juridique et assez facilement. J'ai une question. Moi, ça vient à l'esprit. Par exemple, moi, je fais des formations. Au niveau de mes formations, je mets j'ai un apprenti, un apprenant qui est en face de moi. Je lui dis, écoute, si tu as des questions, je te mets une IA à disposition, tu lui poses des questions, une IA que j'aurais réglée sur des documents spécifiques à la formation que je suis en train de faire. Ça, je serais soumis à l'IA Act, par exemple. Le fait que j'ai créé un agent, on va dire, j'ai pas acheté une solution, je l'ai fait de par moi-même. Est-ce que je serais soumis à cette réglementation? Ça dépend aussi de ton utilisation et de ton statut, comme je t'ai dit. Du coup, il faut vraiment regarder les règles précises et encore une fois, regarder un petit peu. Il n'y a pas vraiment de jurisprudence sur ce sujet, mais il y a quand même les réflexions des professionnels du droit, notamment. Et donc, quand on est soumis, quand on n'est pas soumis, quand on a l'obligation de formation, pour les salariés notamment, est-ce que c'est vraiment toutes les sociétés ont cette obligation ou pas? Donc là, il faut quand même vraiment regarder et solliciter quelqu'un spécialisé en droit, plutôt des avocats qui font les consultations juridiques, les conseils juridiques, pour poser toutes ces questions parce que encore une fois, si tu lis le texte, pour toi c'est pas évident. Donc, du coup, voilà, il faut solliciter quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Là, il y a une nuance aussi. C'est bien pour nous, pour moi et Gilles et ceux qui nous écoutent. Là, tu nous as dit avocat. Donc,
t'orientes. Donc il y a les avocats, il y a les juristes. Il y a juste vite fait pour savoir c'est quoi la nuance entre ces deux métiers, pour C'est quoi savoir la différence? chez qui on se dirige. Ouais. Donc, En restant gentil entre vous. non, bah, du coup, en fait, la différence principale pour moi, donc, moi, comme juriste d'entreprise, j'ai un seul client, c'est mon entreprise. Et donc, du coup, je peux donner les conseils juridiques pour mon entreprise, je peux rédiger les actes pour mon entreprise, je peux communiquer, du coup, de la part de mon entreprise, etc. Pour les avocats, ils peuvent avoir plusieurs clients. Donc, il n'y a pas en fait cette obligation stricte de travailler juste pour un seul client et ils peuvent donner les consultations juridiques, ils peuvent vraiment rédiger les actes sous scène privée, etc. pour tout le monde. Et nous, les juristes d'entreprise, pour nous, c'est interdit de donner les conseils juridiques aux autres clients à part de notre propre entreprise. Il y a bien évidemment les exceptions, notamment dans le cadre de formation, donc tout ce que je fais en parallèle avec mon activité principale, donc donner les formations pas vraiment spécifiques sur les conseils juridiques. Donc je donne pas des conseils en fait. Je partage mon expérience et les formations n'ont pas considéré comme les conseils juridiques. Je peux pas aller au tribunal et représenter du coup quelqu'un. Donc ça c'est l'avocat qui le fait. Dans certains cas, je peux aller représenter mon propre entreprise, mais je peux pas le faire pour un autre client, notamment. Ensuite, si je rédige un contrat, donc je le fais pour mon entreprise, mais je peux pas le faire pour toi, par exemple, Mohamed, ou pour Gilles, parce que dans ce cas, je vais rédiger les actes, du coup, et c'est interdit pour les juristes. Donc ça, c'est un peu particulier. Et du coup, c'est bien réglé, c'est bien prévu par la législation française. Et ça, c'est, en fait, quand je suis arrivée en France, ça m'a choqué un petit peu parce que en Russie, je pouvais le faire. Et moi, notamment, je pouvais être juriste en freelance, je pouvais travailler pour mon entreprise, mais également donner les conseils auprès des particuliers ou aider, voilà, pour la rédaction des contrats, etc. Donc, en France, je peux pas le faire. Bon, il y a certains juristes qui le font, mais en fait, en mode c'est semi-légal, entre guillemets, notamment si vous connaissez la plateforme Malte, par exemple, qui, voilà, met en relation les freelances. Il y avait vraiment beaucoup de juristes sur cette plateforme, mais il y a quelques mois, tous les profils de juristes ont été supprimés parce qu'il y avait le barreau de Paris, je pense, qui a demandé du coup, voilà, de supprimer tout ça parce que il voulait pas en fait que juristes puissent effectuer les mêmes prestations que les avocats parce que c'est vraiment très réglementé le métier des avocats. Ils ont le risque sur la confidentialité de plus protégée. Ils ont quand même l'assurance obligatoire, etc., etc. Donc là, c'est une vraie question. Donc pour moi, c'était du coup, voilà, c'était étonnant de voir pourquoi c'est comme ça en France et pourquoi c'était autrement en Russie. Mais bon, de toute façon, moi, je m'adapte. Moi, je joue avec, avec les règles strictes de la législation et je franchis pas cette ligne de toute façon. Je n'ai pas envie de donner les conseils juridiques parce que moi, je suis très bien dans mon entreprise, j'aime bien mon poste de responsable juridique, mais effectivement, ce volet supplémentaire sur les formations, ça me donne plus d'énergie. J'aime bien les challenges, donc du coup, les challenges, pour moi, c'est vraiment top. Je pense que vous partagez à peu près le même avis que moi. Et ça te permet de rester en veille permanente aussi, hein. Oui. C'est ça le truc. Également, ça, ouais. Mais justement, tu disais que t'avais trouvé un intérêt à partager du contenu, faire des formations à côté. Tout à l'heure, on a un peu abordé les startups, les nouveaux outils qui existent dans le domaine du juridique et de l'IA. J'imagine que ça doit être, enfin, c'est un peu Noël à chaque fois qu'il y a une nouvelle solution. T'as envie de tester. C'est quoi tes coups de cœur là dans le domaine du juridique? En fait, moi, je bien tester les nouveautés, bien évidemment. Donc, je fais la veille juridique aussi tout le temps. Donc,
Je suis pas mal de newsletters. Je me suis abonnée aussi, du coup, sur les plusieurs profils sur LinkedIn qui partagent le contenu intéressant. Et notamment, j'ai souvent des échanges avec les legal tech, donc les startups juridiques, notamment lors des salons ou du coup les conférences, puisque des fois je suis invitée aussi comme speaker pour les conférences, les interventions, pour parler de l'IA, mais pas que. Il y a quand même aussi les questions plus juridiques comme la politique contractuelle ou le droit agroalimentaire. Donc ça, c'est mon activité principale aussi. Et donc, du coup, lors de ces événements, j'échange souvent avec les legal tech. Donc, il y a toujours les démonstrations de solutions qui existent. Donc, comme ça, je peux déjà voir est-ce que ça correspond à mes besoins ou pas. Est-ce que j'ai envie de le tester plus, avoir du coup une démonstration plus approfondie. Et donc, dans ce cas, je sollicite directement les legal tech qui ont fait les démos en ligne. Et notamment l'année dernière, on a mis en place le CLM, donc je parlais tout à l'heure, donc la solution de gestion des contrats. Donc pour moi, c'était le projet super intéressant de digitalisation du service juridique en général, parce qu'en fait, moi, j'ai testé plusieurs solutions, j'ai échangé avec plusieurs prestataires, j'ai fait les cahiers de charges, j'ai fait beaucoup de choses en fait. Et ça, c'est le métier aussi qui existe aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des legal ops. Donc, ce sont les métiers qui s'ajoutent au service juridique. Donc, c'est quelqu'un de la formation juridique en général qui travaille plutôt sur l'amélioration du service juridique, l'amélioration du travail du service juridique et la digitalisation en même temps. Donc, ce sont souvent dans les grands groupes, ce sont les legal ops qui gèrent le projet de digitalisation et d'amélioration du travail du service juridique. Donc, moi, j'avais pas de legal ops. Donc, c'est moi qui étais legal ops toute seule dans mon service juridique. Donc, c'était une super bonne expérience. Et donc, du coup, c'est pour ça, ça m'a donné encore plus envie de m'investir plus sur les projets en lien avec les nouvelles technologies, en lien avec l'intelligence artificielle notamment. Et du coup, découvrir plein de solutions, plein d'autres solutions qui existent sur le marché. Donc, je le fais régulièrement. J'aime bien faire le benchmarking un petit peu des solutions qui existent pour voir est-ce que notre solution, par exemple, est toujours convient ou pas, est-ce qu'il a les autres fonctionnalités que j'aimerais bien avoir, etc. Donc là, c'est très intéressant. Ouais. Dans notre domaine, dans l'IT, on a ce qu'on appelle le DevOps. Je pense que ça doit être comme le LegalOps pour tout ce qui est amélioration et process. Et tu vois, bon, petit parenthèse, on va pas toucher de subventions ou de pourcentage, mais est-ce que tu as des coups de cœur que tu peux lister, je sais pas, de 1 à 5 ou 1 à 3 pour les auditeurs qui s'intéresseraient au juridique ou qui tomberaient sur ce podcast? Du coup, on peut séparer les outils gratuits qui existent et des outils payants. Donc, les gratuits ou avec l'abonnement pas très significatif. Donc, la première place pour moi, c'est ChatGPT. Ensuite, il y a NotebookLM, mais plutôt du coup pour les synthèses des documents, la création des podcasts, etc. Ça, je peux le mettre à la deuxième place. La troisième place, c'est Napkin AI. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pour la création de visuels, ça c'est pratique, c'est rapide en fait. Mais l'inconvénient quand même qu'on repère assez facilement les visuels créés par Napkin après notre utilisation. Mais ça reste quand même l'outil gratuit, pratique et du coup que j'utilise notamment pour mes présentations également. Donc là, on est sur l'utilisation gratuite. Mais également, je peux ajouter d'ailleurs les GPTs juridiques qui existent dans ChatGPT. Donc, vous savez bien, on peut créer les agents, entre guillemets, spécifiques à nos besoins. Donc, il y a GPT Jury IA qui a été créé par Sofiane Andasmas, c'est son juriste en fait, qui a créé du coup, ce GPT, on l'a entraîné pendant 6 mois sur les documentations juridiques. Et donc, maintenant, si j'ai la question juridique à poser à ChatGPT, je passe plutôt par le GPT Jurivia, qui est un accès libre et gratuit. Et du coup, voilà, ça marche plutôt pas mal. Donc là, on parle de la version quand même gratuite.
Donc En ça, général, oui, c'était les IA qui concernent un peu tout le monde, où tout le oui, monde a accès. exactement. Donc Mais ça, c'est mon top 3 des IA, voilà. ok. Il concerne un petit peu tout le monde. Ensuite, comme j'ai déjà dit, pour les solutions spécialisées dans le domaine juridique, en fait, il faut vraiment il faut voir les cas d'usage, notamment pour les recherches de jurisprudence. Moi, j'utilise Doctrine. J'ai l'abonnement payant sur le site. Du coup, quand je fais les recherches, je peux poser les questions. Donc, avec les sources fiables. Et il y a l'utilité aussi, c'est le chatbot sur l'entreprise, sur les entreprises. Donc, on peut choisir n'importe quelle entreprise et poser les questions sur tous les actes qui ont été déposés auprès du greffe. Il peut ressortir, par exemple, quand on a augmenté le capital social de la société, en mode vraiment le chat, hein, parce que là, c'est assez simple à utiliser. Et pareil, du coup, chat bot qui existe chez Doctrine pour les recherches juridiques. Donc ça, je l'utilise pas tous les jours, bien évidemment, je n'ai pas besoin tous les jours de la jurisprudence. Ça peut être pratique pour les cabinets d'avocats plus que pour les juristes d'entreprise, je pense, mais c'est bien. Après, récemment aussi, j'ai assisté à une démonstration de l'IA. Donc ça, c'est une solution plutôt pour les recherches de la documentation juridique à partir de la base interne. Du coup, on peut ajouter en mode RAG, du coup, toute la documentation juridique, les documents, Du en coup, fait, en RAG, mode... juste pour ouais, RAG, pour dire pour les auditeurs, ça peut pas être clair. RAG, c'est les documents qu'on met à disposition de l'IA qui va pas aller à l'extérieur, aller sur Internet ou prendre des données de mauvaise qualité. Voilà, petite parenthèse voilà. pour ceux qui ont Très bien, pas merci suivi. pour cette précision. Oui, c'est important, effectivement. Et du coup, voilà, on peut piocher dans ces documents, on peut faire les recherches, les analyses des documents et pour accélérer notamment les audits, pour accélérer les due diligence en cas de cession des entreprises, parce que là, c'est assez facile en fait de retrouver les informations. Et du coup, on sait bien qu'on peut préciser, par exemple, il cherche dans ce dossier, il va chercher dans ce dossier. Donc là, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, mes derniers coups de cœur, mais bien évidemment, les solutions que j'utilise, c'est Tomorrow pour le CLM, du coup pour la gestion des contrats, et ils ont mis en place aussi l'intelligence artificielle qui s'appelle Oro, qui nous aide pour créer la fiche de synthèse, pour réviser les contrats, pour améliorer les clauses, etc. Donc ça marche bien. Okay. C'est une belle petite liste que tu nous as donnée. Même si on n'est pas dans le juridique, au moins ça donne aux personnes qui sont intéressées d'avoir cette petite liste. C'est toujours intéressant. Ouais, juste pour tester déjà, pour voir si ça correspond à vos besoins ou pas. Parce que il y a les commerciaux de certains éditeurs juridiques qui vendent les solutions, mais vraiment très bien, en disant, voilà, c'est les meilleures solutions qui existent. Et ils sont très forts, les commerciaux. Et en réalité, quand on teste la solution, bon, bof. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment tester, il faut vraiment voir est-ce que ce cas d'usage, j'ai vraiment besoin de ce cas d'usage ou pas. Est-ce que, par exemple, certains CLM qui proposent la négociation sur Word, mais moi, dans mon métier de juriste chez Darigal, je négocie jamais sur Word, j'utilise les PDF parce que 80% de nos contrats viennent chez clients. Donc moi, j'ai pas besoin de cette fonctionnalité, mais ça coûte super cher. Et si on ajoute les fonctionnalités encore et encore, donc on va se retrouver avec une facture à une vingtaine de mille euros d'abonnement, du coup, et c'est Bon, en tout cas, on mettra évident, cette liste en description pour ceux qui s'intéressent. Ouais. Et on mettra notre code d'affiliation. On en profitera pour se faire un peu d'argent. Daria, viens, on parle IA. 10% des 20 000 euros, on prend. On mettra Daria, viens, on parle IA, hop. Et voilà. Bah, franchement, top. On a parlé de Yacht. On a vu que c'était, un espèce de garde-fou légal sur ces sujets-là. Tu nous as parlé des outils que tu utilises, du métier de juriste. Et tu vois, moi j'aime bien poser une question, c'est les anecdotes. On aime bien les anecdotes. Est-ce que tu as une anecdote marquante en lien d'abord avec l'IA dans le domaine juridique ou dans, peu importe, une anecdote folle qui t'est arrivée, au choix, c'est toi qui vois. Donc si tu as une anecdote à nous partager. Les anecdotes, effectivement. Donc, j'ai quand même quelques anecdotes sur les hallucinations de l'intelligence artificielle. Donc, l'IA, notamment ChatGPT, hallucine assez souvent sur des questions juridiques.
Ça m'est déjà arrivé. ChatGPT a inventé la jurisprudence. Et quand je vérifie les sources, bon, ça n'existe pas. Mais ChatGPT était tellement convaincant que j'avais envie d'utiliser en fait cette analyse parce que c'était tellement facile, tellement bien rédigé. Mais bon, il faut toujours quand même vérifier les sources. Et vous êtes au courant peut-être, il y a un avocat américain qui a utilisé ChatGPT pour rédiger un argumentaire juridique. Il a cité plusieurs décisions de justice qui n'existaient pas. Donc, l'intelligence artificielle avait inventé des références et l'avocat il ne les avait pas vérifiées avant de les soumettre au tribunal. Et donc, du coup, le résultat, l'avocat a dû s'expliquer devant le juge et il a risqué des sanctions. Donc, si je me rappelle bien, elle était radiée du barreau et donc là, c'était quand même les conséquences assez graves. Donc, pour moi, je vérifie toujours les sources. Je conseille aussi à tout le monde de le faire parce que la surveillance, quand même, par l'humain, c'est très intéressant, très important aussi. Et du coup, voilà, j'avais quand même quelques anecdotes comme ça sur les hallucinations dans le domaine juridique. Après, c'est-à-dire oui. que derrière, tu es en train de nous dire, on fait un pays, on peut créer des lois comme ça, normales, complètement fictives. C'est ça. Donc, vraiment, on peut le faire, oui. Après aussi, les anecdotes d'utilisation plutôt pour la vie perso. Donc, moi, j'ai 2 enfants et quand on fait des voyages assez longs, moi, je demande à ChatGPT de créer les histoires avec les prénoms de mes enfants. Et comme ça, pendant le trajet, on écoute les histoires sur mesure. Donc là, ça marche très bien pour calmer du coup les petits dans la voiture. Et franchement, c'est mon assistant pour raconter de belles histoires sur les princes, les princesses, les dragons, etc., etc. Apparemment, il y a des dragons sur le chemin. Non, c'est une bonne idée. Je vais te prendre cette idée. Ah ben voilà. Ouais, très cool. Et du coup, là, on a parlé de... Bon, est-ce que c'était vraiment des bonnes anecdotes par rapport à cette personne qui a été radiée, mais est-ce que tu as, toi, personnellement, une pire expérience de juriste liée à l'IA ou à la technologie en général? Pire expérience. Mes pires expériences, c'était plutôt les hallucinations, je peux dire. Après, je peux pas vraiment dire autre chose. Je pense c'est plutôt voilà les hallucinations et les cas d'usage quand même particuliers dans le domaine juridique. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment des difficultés en fait sur l'utilisation de l'IA et je suis toujours méfiante parce que c'est ma déformation professionnelle aussi, je pense, et je fais pas confiance. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, j'insiste qu'il faut toujours vérifier, toujours, du coup, surveiller et pour éviter ces pires expériences avec l'intelligence artificielle, notamment. Okay. Je sais pas si vous avez quelques expériences à me partager aussi. Moi, de mon côté, écoute, l'hallucination, c'est le truc, comme tu as dit, c'est ultra convaincant, mais c'est normal quand tu sais comment ça fonctionne. Tu vois, c'est cohérent et informatif. En tout cas, aujourd'hui, maintenant, on parle de raisonnement, donc on passe à un autre niveau. Mais concernant l'IA en général, moi, j'ai pas eu de problématique mise. Toi, la montée en compétences, il faut comprendre qu'il y a de l'itération, etc. Et c'est vraiment un parcours d'apprentissage, en fait. Donc, la route est longue. Mais au niveau professionnel, non, j'ai jamais eu de mésaventures parce qu'on fait attention aussi professionnalisme oblige. Ouais, ça me vient aussi à l'exemple. J'ai déjà vu, en fait, un email qui m'avait été envoyé. Et du coup, la personne a oublié de supprimer la phrase à la fin. Est-ce que cette réponse vous convient? J'en ai eu tellement. Ça m'est arrivé, mais pour pas gêner la personne, je dis non, mais tu peux rester naturel avec moi, il n'y a pas de souci. Mais toi, il y a le stress je peux comprendre les personnes, des fois, tu oublies. Et toi, Gilles, t'as eu des mésaventures ou... Pas de mésaventures, mais j'avoue que quand j'ai des hallucinations, enfin, si on reste sur ce sujet-là. Sans champignons, bien évidemment. Voilà. Stipule.
J'adore. Et du coup, quand je fais de la génération d'images, des fois, je cherche à les créer, ces hallucinations. Et j'ai un peu une passion pour les gens qui utilisent les générateurs de vidéos. Et quand ça fait n'importe quoi, là. Extraordinaire. Ouais. Mais en parlant de ça, donc, cette vision, on parlait de parcours de l'IA, cette progression, ça va tellement vite. Tu vois, aujourd'hui, il y a l'AI Action Summit à Paris, il y a des actions, il y a DeepSeek, il y a OpenAI, il y a tellement de choses qui se passent. Et avec Gilles, dans le podcast, on a parlé des robots. On a pris ce thème-là. D'ailleurs, allez regarder les autres épisodes si ce n'est pas fait et abonnez-vous à la chaîne YouTube. On a une question pour toi, c'est toi, la vision du futur du droit de l'IA. Comment tu te projettes avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Toi, tu es dans le domaine, tu es dans le milieu, c'est des choses que tu vois au quotidien. C'est quoi ta vision du futur? Où on va avec tout ça, avec l'IA et dans ce côté juridique? Effectivement, ça va très vite. Vraiment trop vite, je peux dire. L'intelligence artificielle transforme déjà la pratique du droit et cette évolution, je pense, ne fera que s'accélérer. Et pour les juristes, l'intelligence artificielle est là pour nous aider, par exemple, à rédiger un contrat. Elle peut résumer un texte, elle peut proposer une analyse, mais elle ne prendra pas une décision juridique pour nous. Bah, pourquoi? Parce que un bon juriste, ce n'est pas juste quelqu'un qui applique la loi. C'est quelqu'un qui comprend le contexte, c'est quelqu'un qui sait quand sortir du cadre et quand s'adapter aux besoins de son propre entreprise. Mais c'est aussi quelqu'un qui assume ses choix. Et donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est juste un outil, notre assistant, des fois super assistant, mais le cerveau, il est quand même bien là, donc c'est le juriste. Et j'ai souvent, même pendant les formations ou les webinaires, j'ai souvent la question, est-ce que l'IA va remplacer les juristes? Donc, pour moi, non, la réponse elle est non. L'IA ne remplacera pas les juristes, mais il transforme déjà notre métier. La réponse aussi souvent, parce que je vois passer souvent que l'IA, elle va pas prendre notre place, mais quelqu'un qui sait utiliser l'IA peut le faire. Donc, d'où l'importance des formations, d'où l'importance des pratiques, la pratique de l'intelligence artificielle au quotidien. Et donc, il y a quand même pas mal de juristes qui hésitent en ce moment, qui posent des questions. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que, voilà, ça va prendre ma place ou pas du tout? Comment je fais? Donc, mon message pour les juristes qui hésitent, donc, il ne faut pas envoyer l'intelligence artificielle comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. Donc, commencez par suivre une bonne formation sur l'IA et commencer ensuite par la pratique directement. Encore une fois, l'IA peut augmenter du coup l'activité juridique. Les meilleurs juristes de demain seront ceux qui sauront s'appuyer sur l'IA pour être plus performants, mieux informés et plus efficaces. Donc, pour moi, si on refuse d'adapter l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc ça veut dire que on va prendre les risques d'être dépassé demain. Donc, il faut surtout pas hésiter et continuer à se former et surtout à pratiquer. Voilà. Bah, c'est un beau message. En tout cas, c'est un message. Tu nous as retiré la question de notre bouche. C'était ce message clé pour les juristes qui ont peur voilà. de franchir le cap. J'avoue que pendant les formations, j'ai souvent ce message et j'ai quand même pas mal de juristes qui hésitent. Mais une fois la formation est faite, je vois le résultat tout de suite et les remerciements et du coup les gens qui s'appliquent vraiment, qui commencent à pratiquer tout de suite avec les bons prompts, avec les bons conseils, les astuces, comment diminuer les hallucinations notamment, on voit tout de suite le résultat. Incroyable. Tu sais que là, ça fait 1 heure qui vient de s'écouler. Oui. Ça passe vite. On n'a pas vu le temps passer. Et on a un petit rituel dans ce podcast. Déjà, avant de passer au rituel, où on peut te retrouver, Daria? Alors, donc du coup, moi, je suis active sur LinkedIn. Donc, vous pouvez me retrouver
simplement Daria Viktorova sur LinkedIn. Donc, je partage pas mal d'infos sur l'IA, sur le métier de juriste, sur l'utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Donc, toutes les informations, je pense que vous pouvez trouver directement sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai aussi la page sur Notion que j'ai mis en fait juste du coup dans le bio de mon profil LinkedIn avec les ressources et les articles notamment que j'ai publiés sur le sujet, avec les webinaires que j'ai animés, avec les formations que je propose. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour en savoir plus. Ok, super. Alors, on va passer à un petit rituel. C'est la fameuse recommandation que Gilles oublie à chaque fois à la fin du podcast. Je plaisante, Gilles. Mais est-ce que tu as une recommandation d'un livre, d'une série, d'un film, d'une chaîne YouTube, peu importe, que tu veux nous partager? Alors, en lien avec notre sujet, l'intelligence artificielle. Donc, comme tu veux. Tout d'abord, je peux partager déjà quelques newsletters sur l'IA qui sont très intéressants, que je suis. Notamment, c'est Éthique GPT de Benjamin Allouche. Donc, c'est un juriste et formateur en intelligence artificielle. Et du coup, on retrouve toujours les informations très pertinentes, les actualités et du coup, les réflexions sur l'IA, sur l'éthique, sur le droit. Il y a aussi les chroniques de l'IA de Iman Moustakir. Donc, on peut retrouver vraiment les actualités aussi. Donc, ou Génération IA de Benoît Raphaël. Donc là, je vais vous mettre les liens aussi, comme ça, si vous voulez, on mettra sous la description. Les podcasts que j'écoute, notamment, il y a Comptoir IA de Nicolas Guillon, que vous connaissez, je pense, qui est assez connu dans le domaine du coup de l'intelligence artificielle. Après, pour la chaîne YouTube, Viens on parle IA, bien évidemment. Voilà. Ça fait plaisir, ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais, non, j'avoue que je suis pas souvent sur YouTube, j'écoute plutôt les podcasts. Donc, on a aussi le podcast, d'ailleurs, dans le domaine juridique, si vous avez les auditeurs juristes, c'est Tout droit, tout simple, de Delphine Bardier. En fait, Delphine qui fait des interviews avec les directeurs responsables, les juristes, du coup, sur les sujets juridiques. Et je suis déjà intervenue pour parler de l'intelligence artificielle, notamment dans ce podcast. Ouais. Et aussi, si on finit par le livre, donc je peux conseiller un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est L'intelligence artificielle n'existe pas, de Luc Julia, c'est un des cofondateurs des séries. Et il fait aussi ce conseil scientifique chez Renault, je pense, qui est un personnage qui est assez particulier, mais le livre il est très intéressant, donc je vous recommande aussi de le lire. Ok, c'est une belle liste que tu nous as donnée. On va tout mettre en description et on va se hâter surtout. Viens, on parle IA, franchement, ça m'a l'air d'être grave intéressant. Oui. Et en tout cas, merci pour tout ça. Et on va faire un petit tour de table en espérant que Gilles ne m'oublie pas. Mais Gilles, toi, tu as des recommandations de ton côté à nous partager? Ouais. J'ai été voir Un parfait inconnu, un biopic. Tu le connaissais ou j'arrête, je plaisante. sur Bob Dylan. Au cinéma, j'ai adoré. Après, moi, la musique, j'adore. Donc voilà. Et sinon, avec Mohamed, on est vraiment en mode test vidéo. Donc je connaissais l'outil, mais je l'avais pas vraiment testé. Donc là, je suis à fond sur Agen et franchement, je m'amuse trop dessus. Donc Agen qui permet de créer des avatars vidéo et de la synthèse vocale. Donc, voilà, je m'amuse à ça. Et toi, Mohamed? Oui. Enfin, on s'habitue. On s'habitue. Bah écoute, moi, vraiment, je suis resté cliché sur le juridique. Donc, Better Call Saul sur Netflix. Excellente série. Et Breaking Bad. Mais une chaîne YouTube, vraiment, bon, il est connu, mais Micode, c'est vraiment avec underscore. C'est cette chaîne YouTube underscore. Je vous invite à aller voir. Il y a des interventions ultra intéressantes. C'est plus dans le domaine de l'IT, mais
ils peuvent parler de la quantique, SpaceX, de l'aéronautique, etc. C'est des sujets ultra variés avec des experts et on espère arriver à ce niveau-là. Dans Viens, on parle IA. Bon, on en est encore loin, mais en tout cas, honneur. Merci Deria d'être venu nous voir. On a passé un agréable moment, un bon moment. Et est-ce que tu as un mot de la fin sur Viens, on parle IA à balancer aux auditeurs? Le mot de la fin, c'est foncer. Pratiquer. C'est ça qu'on aime.